Économie Le Max sur i24 News. Bienvenue à tous au programme aujourd'hui. Une rencontre inédite, celle du Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou avec un économiste italien, Luigi Zingales, un défenseur du libéralisme face à un critique du capitalisme. L'économiste Michael Gabay sera avec nous pour décrypter la pensée, la vision économique du chef du gouvernement israélien. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. L'actualité économique internationale pour commencer et à la une, le nouveau rapport du FMI sur les perspectives économiques de notre planète et un peu moins d'optimisme pour la croissance mondiale puisque l'institution s'attend désormais à plus 3,6% pour cette année, un dixième de point de moins que les prévisions de janvier, plus 3,9% en 2015 contre 4 prévus initialement. En 2013, cette croissance mondiale était de 3%. Alors pour expliquer ces inquiétudes, le FMI cite le ralentissement dans les pays émergents, les risques aussi d'une déflation en Europe et puis la donne géopolitique avec le danger d'une contagion de la crise ukrainienne à l'ensemble de l'économie mondiale. Pour l'heure, c'est la Russie qui préoccupe le plus le FMI. La crise ukrainienne affecte la Russie de deux manières d'un point de vue économique. Tout d'abord, cela détériore le climat pour les investisseurs, un climat qui déjà n'était pas parfait. Il y aura de nouvelles hésitations de la part des investisseurs à placer leur argent en Russie ou à le laisser en Russie. Donc on peut s'attendre à de sérieuses fuites de capitaux. Avec aussi des risques de perturbation au niveau des fournitures en énergie et le FMI qui a par ailleurs placé dans son collimateur le Japon, abaissement de la prévision de croissance à 1,4% en 2014 contre 1,7% espéré jusqu'ici et avertissement aussi à l'adresse de Tokyo, les Abenomics, la politique de relance en vigueur depuis un an, doivent s'accompagner de vraies réformes structurelles et d'une consolidation budgétaire. La dette nippone, même si elle est détenue essentiellement par les Japonais eux-mêmes, atteint 250% du PIB. Inflation et croissance trop faibles constitue aujourd'hui pour le FMI un facteur de risque pour la croissance mondiale. Aux États-Unis, c'est un dossier dont nous vous parlions il y a quelques semaines. La SNCF pourra bien finalement postuler à un appel d'offres aux États-Unis pour construire et exploiter une ligne de transport public-privé, un projet à près de 3 milliards de dollars. Alors des élus du Maryland demandaient que la SNCF indemnise auparavant les victimes de la Shoah en raison de son rôle dans la déportation des Juifs entre 1942 et 1944. Pour la SNCF, c'est l'État français qui était alors responsable. Et en France, grand oral hier pour Manuel Valls. Le nouveau Premier ministre était attendu, notamment sur ses arbitrages pour mettre en action le fameux pacte de responsabilité. Au programme, beaucoup de promesses comme la réduction du coût du travail, de l'impôt sur les sociétés, 5 milliards d'euros aussi pour les ménages modestes. Manuel Valls a également détaillé son plan pour réaliser 50 milliards d'euros d'économies en 3 ans. L'État et ses agences en prendront la plus grande part, 19 milliards d'euros. 10 milliards proviendront de l'assurance maladie et 10 milliards supplémentaires des collectivités locales. Le reste viendra d'une plus grande justice, d'une mise en cohérence et d'une meilleure lisibilité de notre système de prestations. Voilà, et la France qui devrait rattraper, selon le FMI, le rythme de croissance de l'Allemagne, plus 1% en 2014. Et en parallèle, un autre pays européen traverse lui aussi une phase de grands travaux. L'Italie de Matteo Renzi maintient son objectif de contenir le déficit. Le chef du gouvernement a confirmé que Rome respecterait ses engagements envers Bruxelles, avec un déficit en 2014 à 2,6% du PIB. La croissance, en revanche, est révisée à la baisse, 0,8%. Et puis la série noire se poursuit dans le secteur de l'automobile. Cette fois, c'est Toyota, numéro 1 mondial, qui rappelle 6,39 millions de véhicules à travers le monde. Le groupe nippon évoque divers problèmes techniques. 27 modèles sont concernés, tous produits entre 2004 et 2010. Un rappel qui survient, on le rappelle, 3 semaines après la condamnation de Toyota à une amende record aux États-Unis, 1,2 milliard de dollars. C'est un entretien exceptionnel que nous vous proposons aujourd'hui, réalisé par le journaliste israélien Guy Rolnick, le fondateur du magazine économique The Marker. Une interview du Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou sur sa vision de l'économie, du libéralisme, en compagnie de l'économiste italien Luigi Zingales. Avant d'en parler avec Michael Gabay, on regarde la première partie, le thème, la concurrence.
Avant que le professeur Zingales ne se joigne à nous, je voudrais savoir pour quelles raisons son livre vous a tellement marqué. Vous avez mentionné son livre plusieurs fois. Que trouvez-vous de si intéressant et d'éclairant dans la façon dont le professeur Zingales voit le capitalisme? Je pense qu'il se concentre sur la chose la plus essentielle. Comment garantir la compétitivité? Parce qu'on peut avoir une version déformée de la compétitivité, ce qu'on appelle la défaillance du marché. Dans une prétendue économie de libre marché, il faut constamment faire en sorte de maintenir ce principe de concurrence. Et le fait de le maintenir n'est pas une évidence. Premièrement, parce que les entreprises qui marchent ont de plus grandes parts de marché. Et si elles dominent le marché, elles peuvent d'une certaine façon étouffer la concurrence par des moyens non concurrentiels. Deuxièmement, elles peuvent s'associer à d'autres forces. Et dans votre livre, vous dites que la principale force à laquelle les entreprises peuvent se lier, c'est les politiciens. Et c'est ainsi que se crée le capitalisme sauvage. Dans notre système, elles se lient à d'autres forces, comme par exemple les médias, qui peuvent contrôler les forces politiques et générer ce capitalisme sauvage. Donc, on peut avoir 2 ou 3 façons d'empêcher la concurrence. Et si on empêche la concurrence, on fait augmenter les prix. Et en général, on pénalise les secteurs les plus faibles de la société, les plus dépendants de la réduction des prix des biens et des services, comme part de leurs revenus. Et ça, c'est quelque chose que je tiens particulièrement à éviter. Avant d'être Premier ministre, vous étiez ministre des Finances. À quel moment vous êtes-vous rendu compte que le capitalisme israélien devenait ou était devenu un capitalisme sauvage et qu'il fallait s'occuper de la concentration du marché, de séparer les banques, etc. Non, vous n'allez pas assez loin. J'y avais déjà pensé en 1976. J'ai participé à un projet. C'était la première fois que le Boston Consulting Group travaillait pour un gouvernement. C'était le gouvernement suédois. Il voulait mettre en place un plan stratégique pour le gouvernement suédois. J'étais assigné à ce projet et je devais observer d'autres gouvernements. Donc, j'ai fait le tour des gouvernements européens en 1976. J'ai observé le Royaume-Uni, j'ai observé la France et d'autres pays. J'ai vu qu'ils étaient obstrués par la concentration des pouvoirs, par les forces politiques et économiques qui empêchaient la compétitivité. Je me suis dit, si mauvaise que soit leur situation, la nôtre est bien pire parce que nous n'avions peu de marge pour la concurrence sur le secteur privé. Et nous avions des compagnies sous contrôle du gouvernement ou des syndicats. Donc, il n'y avait pas vraiment de concurrence ni de croissance. À mon souvenir, c'était déjà comme ça à cette époque. Et je me suis dit, si j'en ai un jour l'occasion, je changerai ça. Voilà un entretien étonnant. C'est rare qu'un Premier ministre en exercice livre ses réflexions sur la pensée économique. Bonjour Michael Gabay. Bonjour. Bienvenue à vous, vous êtes économiste. D'abord, est-ce que la libre concurrence aujourd'hui, qui est un peu le leitmotiv de Benjamin Netanyahou, est-ce qu'elle existe vraiment d'abord à un niveau national ? En Israël, la libre concurrence n'existe pas de manière systémique. C'est-à-dire qu'il y a des pôles de concurrence qui sont effectivement libres, il y a des pôles de concurrence qui ne sont pas libres. Il y a différents secteurs. Il y a des secteurs qui sont en train de se libérer justement des monopoles. On pense aux télécoms par exemple en Israël avec Golan Telecom, toute la révolution des opérateurs. Mais d'un autre côté, on a encore des monopoles comme les ports, comme Tnuva, qui créent des pôles de concentrationnaires de pouvoir. Ça dépend des secteurs. Mais à l'international, les différences de réglementation, on pense souvent au dumping en Chine. Est-ce que finalement, ce n'est pas un obstacle insurmontable au libre-échange concrètement ? Encore une fois, c'est l'ouverture des marchés fait qu'aujourd'hui, un marché ne peut pas se séparer ou se différencier des autres. Il doit accepter les règles du jeu. Et si aujourd'hui on peut acheter pour moins cher dans d'autres pays, les pays producteurs doivent trouver des moyens, soit en termes de compétitivité, soit en termes de qualité, soit en termes de proximité, de faire la guerre entre guillemets à ces différentes économies. C'est aux politiques de garantir la réalité de la concurrence. Aujourd'hui, on ne peut pas avec des armes qui sont des armes politiques éviter ce genre de choses. Alors on va voir la deuxième partie de cet entretien. Il est question de capitalisme sauvage. On a entendu parler déjà. Regardez. Pour quelle raison avez-vous décidé de créer la commission parlementaire sur la concentration du marché il y a 4 ou 5 ans ?
Où voyez-vous ce capitalisme sauvage que décrit le professeur Zingales dans son livre ? Je voyais un manque de compétitivité dans plusieurs domaines. Dans le pays, on a une structure pyramidale et une propriété croisée entre les entités commerciales et financières. Et c'est ça qui détourne la compétitivité. Et j'ai pensé qu'il fallait se débarrasser de ce système. C'est ce qu'on a entrepris il y a 3 ans. Ça nous a pris très longtemps pour faire passer ça à la Knesset. Mais c'est une loi très importante, car elle aplatit les pyramides et empêche le phénomène de propriété croisée. Donc, ça encourage la concurrence. Mais il reste encore des choses à faire. En Israël, je pense que nous avons dépassé le point où l'inégalité est uniquement le fruit du système du marché. C'est devenu le fruit de la défaillance du système du marché. On voit cette inégalité à cause du capitalisme sauvage, à cause du manque de concurrence et à cause d'une économie du plus fort. Tout d'abord, si vous voulez l'égalité, une vraie égalité parfaite, allez en Corée du Nord. Ce n'est pas quelque chose que vous voudriez. Vous préférez l'inégalité du mérite. C'est de ça que vous parlez. Vous voulez une méritocratie, vous voulez de l'initiative, une prise de risque, du talent, la capacité de créer de nouveaux produits, de nouveaux services, d'être récompensé autrement. Autrement, on vivrait encore dans des cavernes. On troquerait des bâtons, des os et des cailloux. On est sorti des cavernes parce que quelqu'un a compris qu'il valait mieux être à l'extérieur à labourer un champ que dans une caverne à chasser des animaux. Donc le progrès dépend de ça. Mais vous voulez vous assurer que celui qui a inventé ça n'empêche pas les autres d'inventer d'autres choses. Il y a une question. Il y a une tension évidente entre l'innovation, l'initiative et l'égalité. Donc, il faut trouver le juste milieu. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de concentration parmi les plus grandes forces. Nous avons pas mal de choses à faire à cet égard en Israël, mais nous avons encore du travail à faire. Quoi qu'il en soit, on ne doit jamais rester en position de repos. Il ne faut jamais freiner la compétitivité. Aujourd'hui, dans une économie globale, mais également dans notre politique macroéconomique, dans notre politique sociale, dans notre politique éducative. Nous devons être compétitifs, nous sommes en concurrence constante, c'est un marché ouvert. Vous êtes conscient du fait qu'en Israël, beaucoup de gens, en particulier les jeunes, ont le sentiment que nous ne sommes pas dans un système méritocratique. Ça veut dire que beaucoup de gens pensent que pour avancer, il faut avoir de bonnes relations et le talent ne suffit pas en soi. Êtes-vous conscient de ce fort sentiment du public ? J'en suis conscient. C'est en partie justifié et nous devons y remédier. Mais on y remédie en repoussant les forces monopolistes vers la concurrence. J'ai privatisé des compagnies, j'ai toujours dit que je voulais privatiser. Vous devez d'abord instaurer la concurrence parce que si vous privatisez avant, vous aurez des problèmes. C'est vrai. Mais on peut avoir une concurrence, c'est le principal. D'ailleurs, je pense que c'est la plus grande tâche. Il faut que les gens reprennent confiance dans la concurrence. Si on utilise la contestation et les pressions populistes pour se débarrasser de la concurrence, on empire la situation par rapport à ce qu'on cherchait à réparer. Je pense qu'en gros, nous avons progressé. Nous n'en avons pas encore fait assez, mais je pense que nous avons fait plus si on compare à beaucoup d'autres pays. Mais ça ne change rien pour moi. On ne doit pas rester les bras croisés. On a encore du pain sur la planche. Monsieur le Premier ministre Netanyahou, professeur Zingales, merci beaucoup pour cet entretien. Merci. Alors là, Michael Bagabay, Binyamin Netanyahou, pour le coup, semble s'en prendre à ce capitalisme sauvage. De quoi parle-t-il quand il évoque ce phénomène de propriété croisée ? Alors, je pense que surtout Netanyahou s'en prend au capitalisme irresponsable, pas au capitalisme sauvage. Il parle d'un capitalisme libre d'un côté face à un capitalisme irresponsable. Alors, quand il évoque les propriétés croisées, ce qu'il dénonce, c'est en général des structures pyramidales où des fois des consortiums sont d'un côté des clients des banques et d'un autre côté sont propriétaires des banques. Et là, à ce moment-là, on crée une relation qui est une relation malsaine où la banque donc, est dirigée par la même personne dont le patron, in fine, est le même patron que la personne à qui il doit, oui ou non, accorder un crédit. Et c'est évident que dans ce genre de cas-là, même si c'est inconscient, il y aura des facilités de crédit qui seront données. On a pu le voir, il y a eu des histoires avec la banque Apoalim à l'époque, avec la famille Dankner, où un des membres de la famille était au directoire, et on a vu que IDB a reçu des prêts de manière avantageuse.
On peut le voir dans plein de trucs. Par exemple, on a vu cette semaine la famille Ofer qui sont propriétaires à la fois de beaucoup de canyonimes en Israël qui sont des gros consommateurs de crédit parce que c'est de la construction, les centres commerciaux, gros consommateurs de crédit, et d'un autre côté propriétaires de la banque Mizrahi, avoir à faire un choix entre être propriétaire d'une banque ou propriétaire de centres commerciaux, et elle a choisi de vendre la banque au profit des centres commerciaux. Tout dire. Alors en Israël, le modèle économique il a évolué très rapidement. On est passé en quasiment 60 ans du socialisme avec les kibbutzim, à aujourd'hui l'ultralibéralisme. Aujourd'hui, est-ce que la réflexion, c'est pas un petit peu de revenir en arrière et de lutter contre les inégalités, les dérives ? On doit lutter contre les dérives. On n'a pas besoin. Moi, je pense pas qu'on doit aller en arrière. On doit aller justement au contraire en avant. C'est-à-dire que le problème du libéralisme ou du pseudo-libéralisme à l'israélienne, c'est qu'on a d'un côté, on a ce qu'on appelle une économie qui est une économie de marché, mais d'un autre côté, on a des groupes d'influence, de pression, de force qui font que beaucoup de pôles sont justement déséquilibrés à ce niveau-là et qui lèsent les plus faibles. Et d'un autre côté, quand on est en phase de croissance, c'est tout à fait normal que les plus riches s'enrichissent. Après, il y a une phase de consolidation où les écarts vont devoir se fermer. Merci Michael Gabay d'avoir répondu à nos questions. Ouais. Et voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. Gros plan notamment sur les risques d'une déflation en Europe. Quelles solutions pour la BCE ? On parlera de l'Inde également. Restez avec nous, l'information continue.